Merci d'être présent pour cette première conférence du cycle de conférences de l'UFR de sciences économiques, sociales et de gestion de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, cette première conférence sera animée par Jean-Sébastien Garbi, qui est maître de conférence à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, au laboratoire Regard. Donc Jean-Sébastien est un spécialiste notamment de philosophie économique, plus spécifiquement sur les questions liées à la justice sociale, les théories de la justice sociale. Et donc aujourd'hui, le thème de cette conférence va porter sur les questions liées à l'égalité, donc une thématique importante de la justice sociale. Donc Jean-Sébastien aura à peu près 3/4 d'heure jusqu'à 1 heure de présentation. Voilà, et on consacrera le reste de la conférence à un échange avec le public. Voilà, donc je donne la parole à Jean-Sébastien. À toi. Merci. La présentation que je vais vous faire s'intitule « Être en faveur de l'égalité, ça ne veut rien dire ». C'est un titre volontairement provocateur à un moment donné où on parle énormément d'égalité, mais cette présentation, bien qu'elle ait probablement un écho en raison d'un certain nombre de débats de société récents, très récents, elle s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus longue sur ce que ça veut dire de parler d'égalité et ce qu'on a en tête en fait quand on pense égalité, quand on parle d'égalité dans le débat public. Donc la référence à l'égalité, elle semble tellement évidente aujourd'hui qu'elle est devenue inévitable, tout le monde s'y réfère. C'est un peu comme la liberté ou comme la démocratie, on ne peut de toute façon pas être contre l'égalité. L'égalité, c'est une valeur qui rassemble, tout le monde est d'accord pour être en faveur de l'égalité, mais finalement on ne se pose pas la question de la signification de cette référence à l'égalité. Ce qui nous attire finalement dans l'égalité, c'est une valeur, c'est ce qui va au-delà d'un cas ou d'un autre. Parce que si on réfléchit 5 minutes, on se rend bien compte qu'il ne suffit pas qu'une situation soit égale en termes de traitement pour qu'on considère qu'elle est satisfaisante, pour qu'on considère qu'elle est désirable, ou même qu'on considère qu'elle est désirable d'un point de vue de la société. Par exemple, quand on parle d'un traitement égal, ça peut signifier, je ne sais pas moi, qu'on donne exactement la même somme à tout le monde. C'est un traitement égal, puisque tout le monde a la même somme, une somme égale. D'un autre côté, on peut aussi considérer qu'un traitement égal, c'est de donner aux gens en proportion d'une contribution. Essayons d'imaginer qu'on paie les gens pour un travail. Il nous semblerait assez étrange de payer les gens la même somme, quelle que soit leur contribution en termes de quantité de travail, en supposant qu'on puisse ne pas avoir besoin de faire de différence en termes de qualité du travail et qu'on ne puisse considérer que la quantité. Et dans les deux cas, on parlera de traitement égal, alors qu'en réalité, on renvoie à différentes manières de comprendre l'égalité. En fait, on renvoie à l'égalité, mais on renvoie à deux choses très distinctes. Donc quand on parle de l'égalité, en réalité, ce qu'on a en tête, ce qu'il y a derrière, c'est une référence à la justice sociale, comme le disait Cyril Hédouin. Et quand on évoque l'égalité dans le débat public, on pose une question qui est une question très complexe, qui est une question qui en même temps est totalement inévitable dans le débat public. Cette question-là, c'est de savoir quelle est la société qui nous semble désirable. Et quand on renvoie à l'égalité, souvent, très souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on se réfère à une certaine conception de la société qui nous semble désirable. Et il va rester à justifier le fait que cette société-là soit désirable. Et ça nous demande de nous tourner vers une question de critères de justice, de critères selon lesquels une société serait désirable. Et en fait, toute cette présentation peut être un peu déroutante parce que je vais faire une sorte de détour. Mon sujet principal pendant une bonne partie de ma présentation ne sera pas l'égalité elle-même, mais les critères qui font qu'on peut juger, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a raison d'en débattre, qu'une société est désirable. Et la question de l'égalité, elle va être là en filigrane tout du long, elle va réapparaître de manière totalement explicite de temps en temps, mais finalement je vais vous parler tout au long de cette présentation des critères de désirabilité pour une société, de ce qui fait qu'on juge qu'une société est une société souhaitable pour tout un chacun,
Et on reviendra à la fin sur la question de l'égalité en se rendant compte que selon le critère d'évaluation qu'on associe à l'idée d'égalité, en fait, on n'est pas du tout face au même concept et donc on ne renvoie pas du tout à la même idée, bien qu'on utilise le même mot, égalité. Alors, avec cette introduction relativement courte et avant que je vous présente rapidement le plan que je vais suivre dans cette présentation, je suis un économiste et ce que je viens de dire peut sembler un petit peu surprenant pour des gens qui s'attendent à voir une présentation d'économie, parce qu'assez souvent on pense que l'économie c'est une discipline qui va s'intéresser finalement à la production des biens, à leur consommation, aux questions de prix, et c'est vrai. Par contre, ce serait une erreur de réduire la science économique et donc ce qu'on appelle habituellement l'économie uniquement à ça. C'est une partie de l'économie, indiscutablement, c'est une partie qui est très intéressante, mais ça n'épuise pas l'économie. L'économie se pose un grand nombre de questions qui vont au-delà simplement de la production des biens, de leur consommation et des déterminants du système des prix, et notamment la question du choix de société. C'est une des questions véritablement importantes en économie. Et du point de vue d'un économiste, c'est pas quelque chose de discutable, c'est pas quelque chose de à la limite ou à la frontière de l'économie. C'est clairement et simplement une question économique. Donc je voulais faire cette petite précision parce que j'ai bien conscience que cette idée de société désirable peut sembler finalement un petit peu éloignée de ce qu'on s'attend à entendre quand on vient écouter un économiste. Donc ma présentation va s'articuler en 3 temps, forcément que j'essaierai de garder assez ramassé, assez bref, et qui vont tourner autour de 3 types de critères selon lesquels on peut juger qu'une société est désirable. Donc la première partie s'intéressera à l'idée de satisfaction individuelle. Est-ce qu'une société est désirable parce qu'elle donne de la satisfaction aux individus ? La deuxième partie se posera la même question, celle de la société qui est désirable, mais en analysant la question sous un autre angle, en utilisant un autre critère, et ce critère, ça sera le critère des moyens qu'une société donne aux individus de choisir leur vie. Et la troisième partie prendra encore un autre critère, et ce critère, ce sera les opportunités de choisir sa vie. Vous voyez qu'il y a un lien entre la deuxième et la troisième partie qui est absolument évident. En réalité, les 3 parties s'enchaînent de manière assez logique parce qu'elles réfèrent à un débat qui a eu lieu en économie et en philosophie politique dans les années 80-90 et qui s'est appelé la controverse « égalité de quoi ?» Donc, le premier critère selon lequel une société peut nous sembler désirable, bien sûr, il y aurait lieu d'en débattre, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'une société est désirable si elle satisfait à ce critère, c'est l'idée qui est portée par l'économie du bien-être. L'économie du bien-être, on l'appelle en français ou dans un mot qui vient de l'anglais welfarisme, en référence en fait à l'économie du bien-être. Le terme welfare en anglais signifie bien-être. Et donc, elle prend la satisfaction des individus comme le critère de la société la plus souhaitable. Elle ne justifie pas particulièrement le choix de ce critère, mais elle considère qu'une société est désirable quand les individus sont satisfaits, et bien entendu, si on doit choisir entre 2 sociétés possibles, on va essayer de choisir la société qui donne le plus de satisfaction aux individus. Donc dans cette optique, l'objectif de la société, vous l'aurez compris, ça va être de maximiser la satisfaction des individus, ça va être simplement de faire en sorte qu'ils soient le plus satisfaits possible. La meilleure société, c'est celle qui satisfait le plus de monde ou qui satisfait le plus les individus de cette société. Cette façon d'aborder les questions de choix de société, elle peut paraître un petit peu étrange, c'est celle qui est le plus souvent privilégiée par les économistes, aussi bien sur le plan historique, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle et encore en ce début du 21e siècle, que de manière contemporaine dans les travaux. Ce n'est pas la seule, elle n'est pas du tout exclusive, mais elle est très souvent privilégiée. Et dans ce cas-là, la satisfaction devient un critère de choix aussi bien pour les individus. Je vais essayer de choisir la situation qui maximise ma satisfaction personnelle,
mais aussi collective. Collectivement, quand nous devons décider, en société, dans une assemblée, nous devrions, si on accepte les présupposés du welfarisme, choisir la situation qui maximise la satisfaction des individus, donc qui apporte le plus de satisfaction individuelle. Donc, bien entendu, ça pose plein de problèmes, et je voudrais essayer de ne pas aborder ces problèmes pour aller directement sur l'essentiel de mon point de vue, c'est dans la perspective de cette présentation. Par exemple, une question qui a été longuement débattue entre économistes, est-ce que c'est possible de comparer la satisfaction de deux individus différents? Je mange une part de gâteau, je suis très satisfait. Si mon voisin avait mangé la même part de gâteau, aurait-il été plus, moins satisfait que moi? La comparaison est extrêmement complexe, pose plein de problèmes. De quel droit je pourrais prétendre qu'il est plus ou moins satisfait que moi, à part le lui demander, mais son témoignage me garantit-il qu'il est capable d'estimer ma satisfaction pour la comparer à la sienne? Bon, la question de la comparaison des satisfactions individuelles a été longuement débattue. Une autre question qui peut se poser aussi, c'est même pour un même individu. Je peux comparer deux satisfactions, certes. Ça paraît pas extrêmement difficile d'imaginer que je puisse dire si je préfère une situation à une autre, même simplement sur le critère de ma satisfaction. Mais est-ce que je suis capable de comparer très finement les deux situations? Est-ce que je pourrais dire ou pas si le fait de manger un beignet plutôt qu'une boule de glace m'apporte 2 fois plus de satisfaction? Est-ce que je peux quantifier finement ma satisfaction? Là encore, si vous voulez, ces questions-là vont avoir énormément d'implications quand on doit faire des raisonnements, et justement des raisonnements collectifs, parce que savoir si on peut comparer et si on peut quantifier les satisfactions, ça va commencer à rentrer en ligne de compte si, par exemple, une personne voit sa satisfaction augmenter si nous changeons d'état, si nous décidons que, par exemple, nous ouvrons la fenêtre, nous ne sommes plus dans la même situation, est-ce que nous allons ouvrir la fenêtre ou pas? Eh bien, si j'ouvre la fenêtre, peut-être que certaines personnes seront plus satisfaites, mais il est possible que d'autres personnes aient froid. Et là, la question de la comparaison et de la mesure de la satisfaction individuelle vont se poser. C'est des problèmes extrêmement complexes. Je vais essayer de ne pas rentrer dedans dans cette présentation, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, ce n'est pas un critère qui va de soi, qui est simple ou facile d'utilisation. On a souvent opposé à l'économie du bien-être, donc à cette façon de comprendre les choix collectifs qui considéraient que le critère valable, c'était le critère de la satisfaction individuelle, le fait qu'elle ne se préoccupe pas, ou en tout cas qu'elle se préoccupe très peu, de la manière dont les satisfactions des individus sont distribuées. Alors quel est le problème? Le problème, c'est qu'on pourrait avoir dans cette salle 9 personnes sur 10 qui trouvent que c'est une très mauvaise idée d'ouvrir la fenêtre, mais 2 personnes qui sont quasiment à l'agonie, parce que pour elles, il fait terriblement chaud. Et finalement, si on en est à regarder le niveau de satisfaction des individus, à faire une somme ou à faire un calcul quel qu'il soit, on peut se retrouver dans une situation où finalement une majorité d'individus va l'emporter sur la minorité, puisqu'on ne regarde que le niveau de satisfaction atteint par le groupe, par cette collectivité, par la totalité de la société. Or, la question de la distribution, vous voyez bien que c'est une question qui est centrale aujourd'hui, justement, dans notre société, sur les questions d'égalité, et c'est ce qui fait que la question de l'égalité est centrale. Elle est très très importante quand on se pose la question de savoir si une société nous semble désirable ou pas. La meilleure répartition, selon l'approche de l'économie du bien-être, en tout cas l'approche la plus simple, c'est de dire que c'est celle dans laquelle le niveau de satisfaction collectif, total, est le plus élevé. Et donc, on dira de l'économie du bien-être que si on ne rajoute pas un critère supplémentaire, elle est neutre à la distribution. On peut se retrouver dans une société qui, effectivement, en ouvrant la fenêtre, satisfait un certain nombre de personnes, mais met un petit nombre d'autres personnes dans une situation extrêmement difficile. La manière dont les satisfactions sont distribuées ne pourra pas être prise en compte, à moins, bien entendu, on peut le faire, qu'on rajoute un critère qui dit que les satisfactions individuelles ne peuvent pas descendre en dessous d'un certain niveau, ou qu'il faut qu'il n'y ait pas trop d'inégalité de satisfaction. Mais vous voyez qu'on va déjà au-delà de la simple idée
d'utiliser le critère de satisfaction individuelle, et que ce qu'on fait, c'est qu'on est déjà en train de rajouter des éléments pour essayer de compenser certains effets qui pourraient nous sembler en fait non souhaitables. Donc là, je ne suis pas en train de dire que ce critère il est mauvais, ni d'ailleurs qu'il est bon, mais simplement que, sur le principe, considérer que la satisfaction individuelle, c'est le bon critère pour juger une société et juger si elle est souhaitable ou pas, eh ben, ça peut amener à une société qui ne se pose pas du tout la question de la distribution, et donc des inégalités. Bon, bien entendu, ce que je viens de dire sur le critère de la satisfaction individuelle, qui est le critère de l'économie du bien-être, ça ne signifie pas du tout que dans l'économie du bien-être, on ne se pose pas de question d'égalité. Déjà parce que tous les théoriciens de l'économie du bien-être diront qu'il va absolument de soi que les individus ont des droits égaux. En général, les économistes du bien-être sont des gens qui sont tout à fait en faveur d'une économie de marché, et une économie de marché suppose que les individus aient un certain nombre de droits qui sont garantis, déjà des droits de propriété, et un certain nombre de droits fondamentaux. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, l'économie du bien-être ne parle pas véritablement de l'égalité, mais elle laisse comme une évidence le fait que, oui, bien entendu, il y a des droits qui sont égaux, et donc l'économie du bien-être n'est pas étrangère à toute forme d'égalité. Simplement, c'est un présupposé, et ce n'est pas la façon dont le système économique et le fonctionnement de la société va se mettre en place, qui est concerné par l'égalité. L'égalité est presque une sorte de point de départ. Les individus ont certains droits qui leur sont garantis. Il y a une autre forme d'égalité qui est un peu plus technique, mais je sais que dans l'assistance, il y a un certain nombre de personnes qui sont économistes, et donc je ne voulais pas passer à côté de cette mention, même si c'est un peu différent de ce qu'on a en tête. Il y a effectivement un critère d'égalité qui est satisfait par ces modèles qui sont faits, parce que on fait de l'économie, et donc on représente la société, on représente les échanges, on les modélise. C'est que dans l'économie du bien-être, la situation la plus désirable, elle va bien être définie en termes d'égalité, mais en fait, la situation qui maximisera les satisfactions individuelles, ça sera la situation qui va égaliser les taux marginaux de substitution des individus. C'est un petit peu technique, et d'une certaine façon, je voulais le mentionner juste pour dire que oui, effectivement, il y a une forme d'égalité dans l'économie du bien-être et dans les modèles qu'on apprend dans les premières années quand on fait de l'économie, mais que cette égalité ne renvoie pas du tout à ce dont je vous parlais en début de présentation, parce que cette égalité-là, si vous voulez, elle est factuelle. Elle est factuelle un petit peu comme de dire que sur une balance, au bout d'un moment, les deux plateaux vont se stabiliser pour des raisons qui tiennent en fait aux lois de la physique, avec les règles qui ont été mises dans le modèle de l'économie du bien-être. Effectivement, la situation qui maximise les satisfactions individuelles, ça sera la situation dans laquelle les taux marginaux de substitution sont égaux, sauf que là, on ne parle pas d'une valeur, on parle d'un fait, si vous voulez. C'est descriptif, et ce n'est ni bien ni mal en réalité. L'économie du bien-être, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était neutre à la distribution. En réalité, l'économie du bien-être, dans sa version la plus simple en tout cas, elle peut intégrer des critères de justice, mais ces critères de justice, ils doivent être rajoutés aux règles de décision collective, et ils doivent être rajoutés, ça veut dire que précisément, ces critères de justice, eh ben, ils ne sont pas structurellement, ils ne sont pas par essence déjà intégrés dans l'économie du bien-être. On peut tout à fait les intégrer. D'ailleurs, il y a tout un champ de l'économie qui se consacre principalement à l'étude de l'intégration de ces critères de justice dans la décision collective, et on appelle ça la théorie du choix social. Donc on est bien en train de parler d'un choix collectif et d'un choix pour la société. Les économistes appellent ça la théorie du choix social. Et donc, oui, on peut intégrer des critères de justice, mais ces critères de justice, si vous voulez, ils viennent toujours se surajouter. Ils sont toujours comment ? Surimpression sur une théorie qui a été pensée au préalable, qui a été pensée non pas avec l'objectif de parler de justice, mais avec l'objectif de parler, en fait,
d'efficacité. On cherchait la situation la plus efficace, on cherchait la situation qui, je vous le donne en mille, maximise les satisfactions des individus, et c'est ce que les économistes appellent l'efficacité. Donc, les critères de justice, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être intégrés ? Comment raisonne l'économiste dans un cadre qui est celui de l'économie du bien-être? Il cherche à déterminer la situation dans laquelle les satisfactions sont le plus élevées possible. Et donc, en fait, il va raisonner dans un cadre qui relève de la maximisation sous contrainte. La formule peut paraître un petit peu barbare, mais en réalité, elle est assez facile à comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous au quotidien. Nous avons tous un budget à gérer. Nous avons tous un niveau de satisfaction qui est une sorte d'objectif. Et quand nous faisons nos courses dans un supermarché, nous avons une contrainte de budget et nous essayons d'être le plus satisfait possible de notre panier de consommation qui va contenir de la nourriture, mais qui va peut-être contenir des bougies parfumées et tout un tas d'autres choses, des livres, des jeux, qu'importe. Et avec une contrainte de budget, parce que nous ne pouvons pas dépenser sans compter, nous allons essayer de trouver le panier de consommation qui nous apporte la satisfaction la plus élevée. C'est ce que nous cherchons tous. Donc là, nous avons une maximisation de satisfaction individuelle pour un consommateur sous contrainte de budget. Comment est-ce qu'on intègre les critères de justice dans un cadre comme celui-ci ? On rajoute une deuxième contrainte. Et en réalité, c'est un petit peu comme si vous deviez essayer de maximiser votre satisfaction et que vous ayez une contrainte de budget, comme dans l'exemple précédent, mais aussi, parce que ça vous arrive probablement, une contrainte de temps. Et dans ce cas-là, vous avez deux contraintes et vous avez une fonction, votre fonction de satisfaction à maximiser. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez deux contraintes et une fonction ? La plupart du temps, c'est la contrainte des deux qui est la plus contraignante qui va être effective, pendant que l'autre ne le sera pas. Donc on peut faire des calculs, en l'occurrence les économistes font des calculs et font des modèles, mais ce qui est important ici, c'est surtout de comprendre que les critères de justice deviennent une deuxième contrainte, un petit peu comme si vous aviez une contrainte de budget et que vous réalisiez, parce que vous ne l'aviez pas encore pris en compte, que vous avez aussi une contrainte de temps. Et vous voyez que ça pourrait modifier vos choix d'avoir en plus une contrainte de temps et pas seulement une contrainte de budget sur le choix de vos loisirs. Donc, on se retrouve dans une situation où, vous l'aurez sans doute compris, on va se retrouver forcément en situation de sacrifier de la satisfaction totale pour pouvoir satisfaire un critère de justice. Et donc, finalement, on va avoir un choix à faire entre avoir un niveau de satisfaction qui sera le plus élevé possible, et si on prend en compte le critère de justice, il y a une chance pour qu'il nous contraigne un peu plus, et que donc il nous amène à faire un choix en termes de satisfaction qui soit une situation qui nous semble moins satisfaisante en termes de satisfaction individuelle, j'entends. Parce qu'au niveau collectif, il est possible que baisser ma satisfaction individuelle, ce soit une bonne chose. Mais l'idée de l'économie du bien-être, c'est que ce critère de la satisfaction individuelle ne peut prendre en compte les questions de justice que comme une contrainte supplémentaire dans un programme de maximisation. En réalité, l'économie du bien-être, ce n'est pas une théorie de la justice, elle n'a pas été construite dans l'objectif d'être une théorie de la justice. Et pour tout dire, quand on lui demande de tenir ce rôle-là, elle se trouve assez souvent en porte-à-faux avec nos intuitions. Pas tout le temps, il y a des fois où ça marche très bien, il y a des fois où c'est plus problématique. Mais c'est un peu lui faire un faux procès, de lui reprocher de ne pas être une théorie de la justice, alors qu'elle n'a pas été pensée pour ça. Elle a été pensée initialement pour essayer d'expliquer justement comment les prix sont déterminés sur un système de marché. Et elle a permis de poser les fondements de tout un tas d'analyses économiques. Et elle a permis, même parfois, parce qu'elle a été critiquée, de développer énormément de choses, même parfois en allant contre l'économie du bien-être. Mais en fait, toute cette question-là, le critère de satisfaction individuelle comme critère d'une société désirable, ça nous amène à la question, qu'est-ce qui fait selon nous qu'une société est désirable ? Quand on parle de satisfaction individuelle, on se rend assez vite compte qu'on peut, par exemple, se dire que finalement, on est d'autant plus content qu'on gagne plus d'argent. Et
la question qu'il y a derrière ce choix d'un critère qui serait un critère de satisfaction individuelle pour choisir une société, pour déterminer si une société est désirable ou pas, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'une société, elle est nécessairement et uniquement, elle vise nécessairement et uniquement à atteindre le plus de richesses produites possible. À cette réponse-là, je pense que la plupart d'entre nous, nous répondrions assez volontiers non. L'objectif d'une société n'est pas de produire le plus de richesses possible. Ça, c'est un objectif qu'on comprendrait, et je le dis sans aucun cynisme, pour une entreprise. Mais une société, il ne me semble pas, et c'est en fait une vraie question que je m'adresse à moi-même et que je vous adresse. Il ne me semble pas que ce qu'on entend d'une société désirable, ce soit une société qui crée le plus de richesses possible. Autrement dit, qui crée de la richesse à tout prix, si vous me permettez la formule. Par exemple, est-ce qu'on serait prêt à accepter une société qui crée plus de richesses, mais qui génère beaucoup plus d'inégalités? Est-ce qu'on serait prêt, par exemple, si c'était faisable, je ne vous garantis pas que ce soit faisable, mais de choisir une société qui va créer plus de richesses au prix de la mise en esclavage d'une toute petite partie de sa population? Bon, je sais bien qu'en réalité, vous me répondrez, cette histoire, elle ne tient pas debout, il faudra encore prouver qu'on pourrait créer plus de richesses en mettant qui que ce soit en esclavage. Et c'est pas du tout sûr. Mais si on pouvait montrer qu'une telle société existe et produit plus de richesses, est-ce qu'on la jugerait désirable? Probablement, un grand nombre d'entre nous répondrait à cette question non. Et sur cette question de qu'est-ce qui fait qu'une société est désirable, l'argument qu'on entend souvent dans les médias, mais qui consiste à dire plus on crée de richesses, plus cela est bénéfique aux plus défavorisés, qui serait un argument effectivement massu dans un débat public. C'est un argument qui est régulièrement pris en défaut ces dernières années. On a vu l'augmentation des inégalités qui a été largement documentée depuis les années 2000. Il y a eu effectivement à un moment donné un tassement juste après la crise des subprimes. Les inégalités ont cessé d'augmenter. Puis elles ont repris leur cours et les inégalités augmentent. C'est documenté par l'INSEE. C'est pas des chiffres confidentiels ou des chiffres personnels que je vous donne. On sait aussi que depuis un certain nombre d'années, dans la plupart des pays occidentaux, des pays dits riches, il y a une stagnation du pouvoir d'achat réel d'une très grande partie de la population. Ça aussi, ça a été étudié. Et donc, simplement dire que créer plus de richesses, ça va bénéficier à tout le monde parce que ça va ruisseler, finalement, c'est un argument au moins qui peut être discuté plutôt que pris comme un argument massu. Ça ne suffit pas à régler la question. Je pense, puisqu'on en était à parler de la question de qu'est-ce qui fait qu'une société nous semble désirable, qu'une très grande majorité d'entre nous, nous dirions, même si on est d'accord que la formule « la liberté individuelle », c'est une formule qui peut être inquiétante parce qu'on n'est pas certain de savoir ce que les gens mettent exactement derrière, je pense que la plupart d'entre nous, on serait d'accord pour dire que la liberté individuelle doit se trouver au cœur d'une société qui nous semble désirable et que ce qui faisait que dans mon petit exemple, créé pour l'occasion, peu crédible, d'une société qui produirait beaucoup de richesses mais qui mettrait une toute petite partie de sa population en esclavage, ce qui fait que ça nous semblerait inadmissible, c'est que ça serait une société qui violerait la liberté individuelle. Donc, ça nous amène à un autre critère de société désirable, un critère qui a été mis en avant par un philosophe qui s'appelle John Rawls, dans un ouvrage qui est paru en 1971, et cet ouvrage s'appelait A Theory of Justice. Et cette théorie de la justice de John Rawls, elle consistait en fait à prendre au sérieux la liberté individuelle et à considérer que la liberté individuelle, c'était le plus important pour juger une société désirable. John Rawls, c'est un philosophe très célèbre. Alors,
c'est difficile de dire que c'est l'auteur le plus commenté du XXe siècle, mais c'est ce qu'on disait il y a quelques années. En tout cas, c'est un auteur qui a eu énormément d'influence en philosophie, puisque lui-même était philosophe, en économie, en sciences politiques, dans toutes les sciences humaines et sociales. C'est quelqu'un qui a développé donc une théorie de la justice à un moment donné où la question de la justice semblait tomber en désuétude, non pas dans le débat public, mais dans le débat académique. Les chercheurs, les scientifiques considéraient que les questions de justice étaient des questions extrêmement compliquées et peut-être en fait qui n'avaient aucune conclusion possible. Et John Rawls a écrit un gros livre qu'il a mis plus d'une dizaine d'années à écrire, où il a essayé non pas d'aborder quelques questions de justice, mais de proposer une théorie suffisamment complète pour qu'on puisse poser la question de sa cohérence et qui parlait justice donc. Et donc il va développer une conception libérale de la justice qui prend clairement le contre-pied du welfarisme. Le mot libéral, les économistes et les philosophes s'en méfient énormément pour une raison simple. On l'utilise à tort et à travers. Si vous le trouvez dans la presse notamment, le mot libéral va être souvent utilisé pour décrire quelqu'un qui est en faveur d'une économie de marché, et donc en faveur d'une dérégulation des marchés, d'une libéralisation. Vous voyez que le terme est encore utilisé. Or, il se trouve que John Rawls revendiquerait totalement le terme de libéral, mais il l'utiliserait dans le sens que ça prend aux États-Unis, et qui veut dire qu'il se situerait et qu'il se situe sur l'aile gauche en fait du spectre politique américain. Je trouve que c'est notable, et c'est pour ça qu'en fait les économistes et les philosophes n'utilisent jamais le mot libéral sans aucune précision, parce que de leur point de vue, ça peut renvoyer à peu près quasiment toutes les positions. Il y a quelques positions qui ne peuvent pas être qualifiées de libérales, mais finalement trop peu pour que ce terme dise quoi que ce soit. Donc libéral en un sens simple, c'est que justement la liberté devient un principe fondamental de sa théorie, mais bien entendu, il va devoir spécifier ce qu'il entend par liberté. Donc le point de départ, justement, c'est que la justice, le point de départ de Rawls, c'est la première page de la théorie de la justice. La justice, c'est la première vertu des institutions sociales. Autrement dit, on ne peut pas prendre comme critère de désirabilité d'une société la satisfaction individuelle, et on ne peut pas faire la somme des satisfactions des individus pour juger si une société est une bonne société ou une mauvaise société. Et Rawls ajoute bien, si efficaces et bien organisées que soient les institutions et les lois, elles doivent être réformées, c'est un devoir, et abolies si elles sont injustes. Bon, ok, là on parle de justice et d'injustice, mais en réalité, pourquoi je vous parlais de liberté depuis tout à l'heure? Parce qu'en fait, Rawls va définir la justice, une société juste, comme une société qui garantit la liberté de ses individus, la liberté individuelle. Et vous voyez que Rawls prend le contre-pied d'une version, la version la plus simple, probablement la plus grossière, du welfarisme. Et quand il parle de liberté, Rawls, ce qu'il voudrait, c'est parvenir à définir une société qui garantisse à chacun d'avoir les moyens de choisir sa vie. C'est ça la liberté selon Rawls, c'est d'avoir les moyens de choisir sa vie selon ses valeurs personnelles. Et les valeurs personnelles, elles peuvent varier autant que les individus varient. Certaines personnes vont juger qu'il faut faire des études, d'autres non. D'autres vont vouloir dédier leur vie à aider les autres, et d'autres ne vont pas le souhaiter. Et quelles que soient les valeurs individuelles, il faut que nous ayons, tous autant que nous sommes selon Rawls, la capacité, la liberté, les moyens de choisir nos vies. Donc Rawls, il va en fait définir la justice selon 3 principes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est des principes qui ont été énormément commentés, et dans les quelques minutes que je vais pouvoir leur consacrer, de toute façon, je ne pourrai pas en dire énormément, mais je vais vous donner tout de même ces 3 principes. Le premier principe, et c'est intéressant quand on pense que cette présentation parle d'égalité, c'est que selon Rawls, une société doit absolument garantir une liberté égale pour tous. Et cette liberté, elle va être comprise comme un ensemble de droits fondamentaux. On peut dire assez simplement qu'on renvoie plus ou moins à la philosophie des Lumières et aux droits de l'homme, qui sont un cadre qui n'est pas extrêmement surprenant pour un philosophe politique occidental.
qui pourrait d'ailleurs être discuté dans d'autres perspectives. Le deuxième principe que Rawls met en avant, c'est qu'il faut que dans cette société qui est désirable, il faut que les positions sociales et les honneurs ne soient pas réservés à certaines personnes. Parce que si on réserve les positions sociales les plus éminentes, les plus privilégiées, les plus puissantes de fait, dans une société, ça signifie forcément qu'on les ferme à d'autres. Et donc qu'il y a une forme d'injustice, une forme d'inégalité. Donc les deux premiers principes de justice chez Rawls, ce sont des principes d'égalité, vous voyez, égale liberté, et finalement, refus de l'inégalité d'accès aux situations dans la société, ce qui veut dire égalité des chances, littéralement. Le nom de ce principe, quand on en parle dans la littérature, c'est le principe d'égalité des chances. Et il y a un troisième principe un peu surprenant, un peu différent. Oups, je me suis trompé dans l'ordre d'apparition. Donc le troisième principe, c'est que les inégalités sociales ne sont acceptables. Pour la première fois, on parle d'inégalités, et ce n'est pas pour les refuser, ne sont acceptables que et uniquement si elles améliorent la situation des personnes les plus défavorisées dans la société. Alors, on comprend d'une part que la société, alors que Rawls nous dit la liberté c'est extrêmement important, sa liberté ne va pas sans égalité, déjà. Il y a l'égalité dans les deux premiers principes, mais on voit aussi que si on viole une égalité, c'est ce que fait le troisième principe, hein, il pose la question de et quand est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on peut accepter que les individus ne soient pas en situation d'égalité, eh ben, c'est quand ça favorise les plus démunis, les moins favorisés d'une société. Ces trois principes, c'est un élément qui est assez facile à comprendre, même si le terme est barbare. Ces trois principes, ils ne peuvent être mis en place selon Rawls qu'en suivant un ordre lexicographique. Alors, ça signifie simplement qu'on va refuser de sacrifier le deuxième principe pour augmenter le critère du troisième. Autrement dit, le premier principe va primer sur le second et sur le troisième, et on ne se posera la question de satisfaire le deuxième principe que quand on aura atteint une liberté égale, suffisante, satisfaisante pour tous. Donc, vous voyez que ce principe de lexicographie, ça signifie que le premier principe prime sur les deux autres et que le deuxième principe prime sur le troisième et que donc on ne se pose la question des inégalités que quand on a quand même déjà garanti un très haut niveau d'égalité dans la situation. Bien entendu, Rawls est un philosophe, Rawls pense de manière normative, il pense de manière idéale, il se pose la question de la société qui serait véritablement désirable. À notre charge par la suite d'essayer de la mettre en œuvre. Donc, jusqu'à présent, je vous ai parlé des principes de liberté, je vous ai parlé de personnes qui étaient les plus défavorisées dans ce troisième principe de Rawls, mais il y a quelque chose d'embêtant. Qui sont les personnes les plus défavorisées? Sur quels critères est-ce qu'on va les déterminer? Et c'est là que le critère d'évaluation des situations et donc de désirabilité revient, le critère qui est celui de Rawls, c'est le critère que j'avais annoncé quand je vais parler du plan, c'est les moyens de choisir sa vie. Les personnes les plus défavorisées selon Rawls sont les personnes qui ont le moins les moyens de choisir leur vie. Donc le critère d'évaluation de la situation des plus défavorisés, ce sera ce que Rawls appelle le panier des biens premiers sociaux. La formule est un peu complexe, mais elle s'explique assez rapidement. Je voudrais juste dire un mot sur le mot panier. C'est un mot que les économistes ont l'habitude d'utiliser parce que, au départ, l'économie s'est intéressée à la consommation. Ça va presque de soi, et que donc on regardait ce que les gens consommaient, et quand on consomme, on fait ses courses, on met une certaine quantité de pâtes, une certaine quantité de sauce tomate, une certaine quantité de pain, une certaine quantité de gel douche, etc., etc. Et donc on va avoir un panier de consommation. Et quand vous avez une combinaison d'un certain nombre de choses, les économistes utilisent le terme panier parce que ça leur vient spontanément. Donc quand je parle de panier de biens premiers sociaux, en fait c'est juste une combinaison, une liste avec une certaine quantité d'un certain nombre de biens premiers sociaux. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que ce sont, que ça veut dire quoi, biens premiers sociaux? Parce que c'est un critère, mais c'est un critère qu'il va falloir préciser. Donc les biens premiers, selon Rawls, ce ne sont pas des biens de consommation,
En tout cas, pas des biens de consommation au sens où on l'entend habituel. C'est pas des pâtes, c'est pas de la sauce bolognaise, c'est pas quoi que ce soit d'autre. Les biens premiers, ce sont des biens fondamentaux pour la liberté des individus. Autrement dit, ce sont des biens qui sont des conditions nécessaires pour être capable de choisir sa vie. Et c'est exactement ce que Rawls veut garantir aux individus. Il veut garantir que les individus soient capables de choisir leur vie. Donc, quels sont les biens premiers? Quels sont les biens qui garantissent qu'un individu va être capable de choisir sa vie? Quels sont les biens sans lesquels un individu ne sera pas jugé capable de choisir sa vie? Alors, ça c'est la formule bien premier. Pourquoi sociaux? Parce que Rawls nous parle d'une société désirable et selon lui, il y a certains biens premiers, certains biens qui influent largement sur notre capacité à choisir notre vie, qui ne relèvent pas de la société directement. Par exemple, Rawls nous dira, d'ailleurs ça a été débattu après Rawls, ça a été largement débattu, mais Rawls nous dira que la santé, c'est indiscutablement un bien premier, parce que si vous avez une santé extrêmement défaillante, votre choix de vie va être de fait limité par cette situation. Mais Rawls va considérer que la santé, ça relève du naturel et pas du social. Vous voyez pourquoi ça peut être discuté? Parce que les politiques publiques de santé peuvent éventuellement influer sur le niveau de santé moyen dans une société. Mais Rawls, lui, dans son ouvrage en 71, considère que la santé, ça relève du naturel, et donc que ce n'est pas ce qui est en jeu quand il parle de biens premiers sociaux. Donc il y a des biens premiers qui sont des biens fondamentaux pour être capable de choisir sa vie, et ces biens-là, quels sont-ils? Je suis désolé, le texte va être un peu épais parce que j'ai pris le texte de Rawls et on va le lire ensemble. Donc, la liste des biens premiers sociaux qui est fournie par Rawls. Donc, premièrement, les droits et libertés de base, dont on peut également donner une liste. Deuxièmement, la liberté de circulation et la liberté dans le choix d'une occupation avec, à l'arrière-plan, des opportunités variées. 3. Les pouvoirs et les prérogatives afférents à certains emplois et positions de responsabilité dans les institutions politiques et économiques de la structure de base. Donc, les 3 premiers points de la liste que vous voyez sur la diapositive renvoient de manière assez transparente au premier principe de Rawls, le principe de liberté, d'égale liberté, puis au deuxième principe de Rawls, le principe d'égalité des chances. Et c'est à partir, en fait, du point qu'il numérote 4, qu'on se retrouve dans le domaine où les inégalités sont possibles et éventuellement acceptables, dès lors qu'on fait en sorte que ces inégalités soient en faveur des plus défavorisés. Donc 4, les revenus et les richesses. Effectivement, on se doute bien que les revenus et les richesses, c'est un sujet dans lequel il peut y avoir des inégalités. Et les inégalités de revenus et de richesses, selon Rawls, sont acceptables dans la mesure où les inégalités bénéficient aux plus défavorisés, que donc ils sont dans une situation meilleure dans une société qui est mise en œuvre que dans une autre qui était possible, qui était disponible, qu'on aurait pu choisir. Même avec éventuellement un niveau d'inégalité moins grand, mais une situation moins avantageuse pour les plus défavorisés. C'est intéressant de voir d'ailleurs que Rawls distingue revenus et richesse, ça gêne un petit peu les gens, souvent ils se disent que finalement c'est un peu la même chose. C'est pas du tout le cas, mais c'est pas du tout le cas pour une raison qui est assez simple, c'est intuitif. Les revenus, en fait, c'est des flux, alors que la richesse, c'est un stock. Et il est intéressant de voir que ce que nous dit Rawls, c'est qu'il ne faut pas seulement garantir des revenus aux individus, il faut aussi que la société leur garantisse d'avoir véritablement un stock, d'avoir véritablement quelque chose qui soit là. Et par contraste, si vous voulez, en creux, on voit que Rawls nous dirait qu'une société qui ne garantirait pas un certain niveau de richesse, même pas très élevé, à tous les membres de sa société, serait déjà pour lui une société qui ne garantit pas pleinement le fait de pouvoir choisir sa vie. Ensuite, il y a un bien premier qui est très très troublant pour la plupart des gens, et les économistes sont très mal à l'aise, c'est les bases du respect de soi-même. Ça peut paraître très étrange, mais ce que dit Rawls en réalité, c'est assez simple. C'est qu'une société qui structurellement ne permettrait pas aux individus de s'estimer eux-mêmes, de se reconnaître une valeur, et bien en fait cette société-là, elle ne permettrait pas aux plus défavorisés
de véritablement choisir leur vie. Pour pouvoir être capable de choisir sa vie, il faut être capable de s'estimer suffisamment pour avoir cette liberté et pour la prendre véritablement. Ce qui fait que les bases du respect de soi-même, ça peut sembler un petit peu étrange dans cette liste, et du point de vue de Rawls, c'est fondamental. D'ailleurs, il la met à la fin de sa liste, et vous vous doutez bien que dans l'esprit d'un philosophe, à la fin de sa liste, ça ne veut certainement pas dire que c'est la moins importante. Très loin de là. Mais pour un économiste, ça peut sembler assez étrange. Rawls pense une société, et de manière collective, de manière structurelle, on peut mettre en place des situations qui font que les individus puissent s'estimer ou non. Par exemple, on peut mettre en place, on peut refuser un système de classes dans lequel certaines classes seraient des intouchables. Ça, pour Rawls, ça serait inadmissible. Une société dans laquelle il y aurait des intouchables ne garantirait pas à cette population-là le fait d'avoir les bases minimales du respect de soi-même. Mais je me rends compte que le temps passe, donc il va falloir que j'accélère un petit peu. La position de Rawls, on l'a appelée un égalitarisme des ressources. Pour quelle raison un égalitarisme des ressources? Simplement parce que les biens premiers sociaux, vous l'aurez compris je pense, ce sont des moyens de choisir sa vie, et donc ce sont des moyens d'obtenir ce que l'on désire. Bref, ce sont des moyens d'exercer sa liberté, ce n'est pas la liberté elle-même que vise Rawls. Ce sont bien les moyens. Et des moyens, des ressources. Vous voyez pourquoi on a parlé d'égalitarisme des ressources. Ce que Rawls veut égaliser dans la société, c'est les ressources qui permettent de choisir sa vie de manière, pleine, assumée, sans être contraint, en tout cas sans être trop contraint. Avoir véritablement un choix, donc avoir véritablement une liberté. On a objecté à Rawls que, par exemple, avec le même panier de biens premiers, deux individus différents, pourraient ne pas avoir nécessairement la même liberté de choisir. Je ne sais pas si ça vous a sauté à l'esprit immédiatement, si ça vous est venu à l'esprit immédiatement, mais en réalité, on le comprend assez facilement quand on pense que deux individus, peut y en avoir un, par exemple, qui est handicapé, tout simplement. Et dans l'exemple, on pourra comprendre qu'avoir les mêmes moyens, la même quantité de ressources ne garantit pas qu'on aura effectivement la même liberté. Et on a objecté à Rawls justement que deux personnes avec donc les mêmes moyens au point de départ pouvaient ne pas avoir de fait la même liberté d'user de ces moyens pour choisir sa vie, leur vie. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à l'idée d'un handicapé dans un sens où on l'entend aujourd'hui dans notre société, avec notamment une allocation adulte handicapé, etc. Finalement, si vous croisez deux personnes, vous leur donnez le même panier de biens premiers, et que l'une est de fait moins apte à choisir sa vie avec ce panier-là, on pourrait considérer, le terme handicapé est peut-être même maladroit, mais que cette personne-là n'a pas autant de liberté, et que donc garantir une égalité des ressources permettant de choisir sa vie, ce n'est pas suffisant si l'objectif c'est la liberté des individus dans une société. Donc c'est le problème, ce problème dont je vous parle, qui a été posé, c'est l'un des problèmes qui a été posé par Amartya Sen. Amartya Sen, c'est quelqu'un de très célèbre, probablement au moins aussi célèbre que Rawls, pour des raisons un petit peu différentes. C'est un économiste et un philosophe. Un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie en 1998 et qui a ce profil très étrange d'avoir publié une très grande partie de son œuvre, je dirais facilement plus d'un tiers de son œuvre, presque la moitié, dans des revues de philosophie, et d'avoir énormément échangé avec les philosophes sur la question de la société désirable. Et ça nous amène du coup à notre dernier critère, le critère des opportunités de choisir sa vie, parce que Sen va lui aussi développer une théorie libérale, donc il y a des guillemets autour de libéral de la justice, dans le sens où lui aussi, il lui semble que la liberté individuelle est un élément extrêmement important, probablement le plus important qui fait qu'une société est désirable ou ne l'est pas. Ce que va essayer de faire Sen, c'est qu'il va essayer de ne pas se cantonner aux moyens de choisir sa vie. Il voudrait arriver à faire un pas de plus en direction de la liberté individuelle. Il voudrait parvenir à garantir un niveau minimal de possibilités réelles de choisir sa vie. Et c'est pour ça que ce troisième critère, je l'ai appelé les opportunités de choisir sa vie. Il voudrait donner des possibilités réelles, donc des opportunités
de choisir sa vie, et pas seulement des moyens, mais des moyens inertes, et des moyens qu'on va pouvoir finalement utiliser avec plus ou moins d'efficacité. Il voudrait que ce qu'on propose à légalisation, ce qu'on mette en place, ce soit des opportunités réelles, des choses qui soient de vraies portes ouvertes, pas seulement des moyens plus tard de peut-être ouvrir une porte. Donc il va proposer une construction en 3 étapes qui va relativement vite, mais qui se comprend bien quand on la décompose, et ça me semble un peu moins facile à suivre quand on ne le décompose pas dans ces 3 étapes. Donc Sen va relier la liberté individuelle à ce qu'il appelle des éléments de mode de vie, et souvent il utilise le terme fonctionnement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnement selon Sen ? Je vais d'abord commencer par des exemples, et puis ensuite je vais essayer de vous donner une définition. Donc des exemples de fonctionnement, ça va être lire, écrire, manger, prendre part à la vie sociale. Ce sont 4 fonctionnements. Vous voyez que ce sont des actions, ce sont des choses que l'on peut faire. Et si on peut effectivement les faire, si on peut lire, parce qu'on sait lire, ce qui suppose quand même d'avoir eu un apport, qui peut être structuré au niveau privé ou au niveau social, il faut apprendre à lire. Écrire, là encore on est dans l'ordre de l'apprentissage d'un code social, mais une fois qu'on maîtrise ce code, eh ben, on est plus en prise avec son monde et sa société au niveau symbolique. Manger, ça peut sembler tout simple, hein, mais si vous n'êtes pas capable de manger assez rapidement, votre liberté va se retrouver limitée par inanition. Le fait de prendre part à la vie sociale, ça aussi, c'est quelque chose qui est une action possible, une opportunité. En fait, ces 4 verbes, ces 4 actions-là, elles ont un point commun, c'est que dans chaque cas, c'est un fonctionnement au sens de Sen. Et pour donner une définition maintenant, après cette liste d'exemples, hein, parce qu'on pourrait multiplier les exemples très longtemps sans arriver à saisir l'idée qu'il y a derrière, ce que Sen appelle un fonctionnement, c'est ce qu'une personne parvient à faire ou à être. Les faire et les être d'une personne. Autrement dit, ces réalisations, c'est des fonctionnements. Bon, on est d'accord que quand on a des fonctionnements, dans une vie humaine, des fonctionnements, il y en a une très très grande quantité. La possibilité de prendre la parole publiquement, la possibilité de se déplacer librement, toute action ou tout état qui peut s'exprimer par un verbe peut être un fonctionnement. Maintenant, la deuxième étape, c'est de voir ce qu'on va faire de ces fonctionnements, parce que là, nous avons une sorte de liste, une sorte de catalogue assez infini d'actions, d'être et de faire qui sont possibles. Un mode de vie, ça va être une sorte de catalogue de fonctionnement, donc d'être et de faire. Il va définir Sen un mode de vie comme une sorte de panier de fonctionnement. Dans votre mode de vie, vous allez avoir le fait de pouvoir vous déplacer, de pouvoir lire et écrire, de pouvoir vous nourrir, donc manger, de pouvoir prendre part à la vie sociale, mais aussi de pouvoir choisir votre habillement, de pouvoir choisir votre religion. Et en fait, on va avoir comme ça tous les êtres et les faire qui vont permettre de décrire un mode de vie, qui vont en fait constituer un mode de vie. Et nous allons avoir des modes de vie dans cette salle. Nous avons probablement autant de modes de vie que d'individus. C'est-à-dire que si je faisais vraiment une liste des êtres et des faire des individus, nous aurions probablement un certain nombre de fonctionnements en commun, un assez grand nombre, mais nous aurions probablement des variations sur 1 ou 2 fonctionnements, peut-être sur un peu plus, qui ferait que le mode de vie de monsieur n'est pas le mode de vie de mademoiselle, et qui n'est pas le mode de vie de monsieur là-haut. Voilà, c'est pas le... Donc l'idée du mode de vie, c'est juste qu'on a une certaine liste de fonctionnement qui correspond au mode de vie d'une personne. Donc, du fait évidemment de la richesse des êtres et des faire pour un individu, chaque mode de vie est spécifique, c'est ce que je vous disais à l'instant, même si nous en partageons une grande partie parce que nous vivons dans une même société et que nous partageons un certain nombre de systèmes de valeurs et que déjà nous avons grandi avec le même système d'institutions. Si l'on en reste au niveau des modes de vie, pour l'instant, vous devez vous demander, mais où est passée la liberté? Parce qu'on nous a parlé d'égalité, puis on nous a finalement amené à la question de la liberté, puis on nous a finalement amené à la question des modes de vie, et les modes de vie, il n'y a pas de liberté avec les modes de vie.
Vous avez raison, si on en reste au niveau des modes de vie, il n'y a pas de question de liberté. Mais la liberté, c'est pas en fait d'avoir un mode de vie, parce que nous en avons tous un et c'est une simple description, c'est un fait. La liberté, elle va se situer au niveau de la possibilité de choisir son mode de vie. Autrement dit, de choisir, de pouvoir ou pas intégrer dans son mode de vie un fonctionnement. Dans certains pays, il n'est pas possible pour les femmes de ne pas sortir voilées. Voilà un fonctionnement qui ne fait pas partie des modes de vie possibles dans une société déterminée. De la même manière, en termes d'habillement, on ne peut pas porter un décolleté ou une jupe courte. Et pour ne pas parler que d'habillement féminin, parce que sinon vous allez penser que c'est une obsession, on peut aussi avoir le droit de conduire, le droit de voter, ce qui serait en fait participer à la vie politique, etc., etc. En fonction des sociétés, il y a certains fonctionnements qui sont accessibles ou pas. Et après, ce qui fait que nous sommes libres, c'est le fait que nous avons effectivement la possibilité de choisir un mode de vie qui nous convient, et que donc les modes de vie que nous laissons de côté, ils nous étaient quand même accessibles. Ce n'est pas qu'ils nous étaient inaccessibles. Et c'est exactement ça que Sen appelle le troisième niveau, si vous voulez, dans ma construction en 3 niveaux, fonctionnement, puis mode de vie. Il appelle ça, d'une formule un petit peu étrange pour un Français, capacité. La capacité, nous dit Sen, c'est la liberté, la capacité, l'aptitude à choisir le mode de vie et son mode de vie parmi un certain nombre d'autres disponibles. Et la capacité va être d'autant plus grande que l'ensemble des modes de vie accessibles à l'individu va être large. J'ai une capacité très grande si, en fait, j'ai choisi un mode de vie parmi une grande quantité de modes de vie qui étaient disponibles pour moi. Par exemple, si vous voulez, je ne fais pas d'équitation, mais je pourrais. Donc, monter à cheval ne fait pas partie de mon mode de vie. Il se trouve que ça faisait quand même partie de mon catalogue de modes de vie possibles et que donc, ce n'est pas une privation de liberté pour moi de ne pas faire de cheval. Donc, la capacité d'un individu, un mot peut-être sur le mot capacité, en réalité c'est une transformation étrange de l'anglais, du mot capability, parce qu'en anglais il y a 2 mots pour dire capable, on traduira par capable, et capability. Et en fait, on va avoir tendance en français, mais je crois que j'y reviens juste après, à traduire ça par capacité. Or, il y a un vrai problème à traduire le mot capacité par capacité. Vu que j'y reviens juste après, je vais passer rapidement pour me concentrer, excusez-moi, sur la définition de la capacité. Donc, la capacité d'un individu, d'accord, et c'est ce qui est affiché à l'instant, désigne l'ensemble des choix de vie qui sont réellement possibles pour l'individu et qui sont immédiatement à sa portée. Cet aspect d'immédiateté, il est extrêmement important, parce que la réalité de l'opportunité tient au fait que ce n'est pas quelque chose qui est très loin. Je vais vous donner un exemple. Vu la situation sociale dans mon pays, il n'y a aucune raison que je suppose que je ne pourrais pas devenir botaniste. Aujourd'hui, mes compétences en botanique sont assez faibles, donc ça supposerait que je reprenne des études, ça supposerait que je les réussisse, ça supposerait que je trouve un travail dans la botanique. Là, on ne serait pas dans quelque chose qui serait immédiatement possible. Donc du point de vue de Sen, cette possibilité-là, qui est une possibilité lointaine, je le suppose, je ne suis pas sûr que je vais faire le test, ne ferait pas partie de mes capacités. Pour que quelque chose fasse partie de mes capacités, il faut non seulement que le choix soit réellement possible, mais cette réalité, elle pourrait encore être lointaine, mais il ne faut pas qu'elle soit lointaine, justement. Il faut qu'elle soit immédiatement accessible. Et c'est très important parce que, en fait, c'est ce qui fait que la capacité, c'est une potentialité, mais une potentialité immédiate. C'est pas une potentialité abstraite. C'est pas un possible au sens quasiment métaphysique du terme. C'est vraiment quelque chose que je peux réaliser tout de suite. Si je veux faire de l'équitation, je ne vous dis pas que je serai très doué, mais je peux aller m'inscrire dans un centre d'équitation ce soir. Et je pourrai monter à cheval d'ici quelques jours. Ils ne vont probablement pas me mettre sur un cheval dans la seconde, mais vous comprenez l'idée. Donc, la capacité, c'est une liberté réelle d'agir sans délai. Une comparaison qui peut être éclairante, si jamais j'ai pas encore été moi-même assez clair, c'est possible, c'est de comparer la situation de 2 personnes, une qui ferait la grève de la faim et une personne qui serait en train de mourir de faim parce qu'elle ne peut pas se nourrir.
Sur le plan physiologique, il est assez probable qu'on arrive à la conclusion que les deux personnes sont dans la même situation. Si on s'en tient à une définition de la satisfaction individuelle qui serait réduite vraiment au plaisir, au sens vraiment de ressentir du plaisir ou ressentir de la peine, ce qui serait l'absence de satisfaction ou le contraire de la satisfaction, on pourrait probablement dire que les deux personnes sont dans une situation qui est assez comparable. On pourrait en tout cas le supposer. Sauf que du point de vue des capacités, il y a quelque chose de très 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 différent. La personne qui ferait la grève de la faim choisirait volontairement, consciemment et à chaque instant de ne pas se nourrir. Alors que la personne qui serait en train de mourir de faim faute de nourriture n'aurait pas dans son éventail de modes de vie possibles le fait de revenir vers une nutrition normale. Donc vous voyez que pour une situation en termes de satisfaction individuelle qu'on pourrait peut-être juger comparable, du point de vue de la liberté et de la capacité des individus, c'est extrêmement différent. Donc, puisque nos individus, tous autant que nous sommes, puisque les individus ont des préférences différentes concernant ce qu'ils sont et ce qu'ils font, donc concernant les fonctionnements, on se demande si ça serait une bonne idée d'égaliser les capacités, parce qu'on a bien compris que les capacités, c'est la liberté, et que quand on parlait de la théorie de Rawls, Rawls voulait égaliser, au moins pour les plus défavorisés, égaliser les libertés, c'est-à-dire leur garantir un niveau minimal de liberté. Eh bien, Sen, on va se poser la question de l'égalisation des capacités, puisque finalement, c'est la notion qui lui permet de discuter la position de Rawls. Et si on égalise les capacités, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, qu'on soit terriblement inefficace? C'est-à-dire qu'on gaspille énormément d'énergie. Et si on imaginait deux personnes, il y a une personne qui devient boulanger, et qui est très satisfait de cette situation-là. Donc en fait, il a choisi son mode de vie dans un éventail de modes de vie possibles. Et il y a une autre personne qui va devenir astronaute. On va supposer que pour former un astronaute dans une société, ça demande un certain investissement, parce que on est sur des programmes de pointe, parce qu'il faut énormément d'entraînement, parce qu'il faut des structures de sélection pour sélectionner les individus qui vont être les plus à même de pouvoir remplir cette mission, alors, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan simplement de la compétence scientifique. Enfin voilà, c'est bon. Donc notre astronaute et notre boulanger ont chacun choisi leur mode de vie dans un panel, dans un éventail de modes de vie qui leur était accessible. Et admettons qu'on se rende compte que la personne qui est devenue boulanger, elle avait de fait un choix possible qui était moins grand. Et que donc on égalise. Mais on égalise, il n'est pas impossible, puisque je vous raconte une histoire, hein, tout tient aussi à la manière dont je vous raconte l'histoire, il n'est pas impossible que pour augmenter un petit peu les modes de vie accessibles, et donc l'ensemble des modes de vie accessibles pour cette personne qui choisit d'être boulanger, il faille en fait empêcher la personne qui devient astronaute de devenir astronaute parce que c'est quelque chose d'extrêmement coûteux sur le plan social. Et qu'en est-il si en fait la personne qui était devenue boulanger au tout début de mon histoire considère que l'augmentation de sa liberté de choix de vie n'est pas si intéressante que ça et qu'elle préfère toujours devenir boulanger? Est-ce qu'on n'a pas finalement fermé une possibilité à quelqu'un pour ouvrir une virtualité qui n'a aucun intérêt pour une autre? Donc il y a un gros risque, si on utilisait les capacités, qu'on les égalisait de manière absolue, si vous voulez, qu'on arrive à quelque chose de très inefficace, de très insatisfaisant. Pour tout dire, Sen avait bien vu le problème, et lui-même a dit qu'il ne fallait pas égaliser les capacités, mais que ce qu'il fallait, c'était égaliser des capacités de base. Les capacités de base, c'était un certain nombre de fonctionnements qui devaient être garantis à tout un chacun. Et cette liste de fonctionnements, un jour on a demandé à Sen de les préciser. Et puisqu'il était économiste, il a dit qu'il ne pouvait pas, lui, préciser la liste des capacités de base. Parce que s'il le faisait, ça voudrait dire qu'il choisirait à la place des individus quelle est la vie qu'il souhaite choisir.
Qu'est-ce qui est nécessaire pour choisir sa vie? Mais c'est finalement, nous dit Sen, au choix des individus. Et ça pose un vrai problème, parce que finalement, cette théorie des capacités qui nous semblait très très attractive, hein, c'était très plaisant, si on n'a pas de capacité de base, de liste de capacités de base, ce qui est le choix assumé de Sen, alors on a l'impression que finalement, elle ne sert à rien. Elle est très attractive, mais elle n'a pas de contenu. Et en fait, il y a eu un autre auteur, Martha Nussbaum, le nom est juste là sur la diapositive, qui a, elle, essayé de fournir une liste des capacités de base. Mais cette liste-là, en fait, elle pose problème parce que, de fait, même si elle essaie de limiter au minimum le choix de vie des individus, elle leur prescrit une certaine vision de ce que ça veut dire bien vivre. Et c'est pas du tout certain que en Chine, au Mali et dans ce qui reste de la forêt en Australie, les gens aient la même conception de ce que c'est que la capacité qui est nécessaire pour être capable de choisir sa vie. Martha Nussbaum essaie d'avoir quelque chose de suffisamment englobant, mais vous voyez qu'il y a un problème. Donc on a parlé de critères pour essayer de déterminer si une société était désirable. J'ai été un peu long, j'ai fait un long détour, mais finalement ça nous ramène à notre question initiale. Être en faveur de l'égalité, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien en fait, être en faveur de l'égalité, ça ne veut rien dire. C'était le titre un peu provocateur, hein, je l'accorde, de la présentation, parce qu'il faut toujours préciser de quelle égalité on parle. Quand on parle d'égalité, il faut préciser quel est notre critère, le critère qu'on va souhaiter égaliser. Est-ce qu'on égalise des revenus? Est-ce qu'on égalise des satisfactions individuelles? Est-ce qu'on égalise des paniers de biens premiers? Est-ce qu'on égalise des capacités de base? Selon ce qu'on égalise, on n'aura pas du tout le même choix entre une société A et B. On choisira tantôt A, tantôt B, à nouveau A. Et donc, parler d'égalité sans aucune précision supplémentaire, c'est parler à vide, c'est ne rien dire du tout. C'est un peu comme la liberté, si vous voulez, dont je vous ai dit que si on ne précisait pas ce qu'il y avait derrière, finalement on était tous d'accord, mais on était d'accord sur une sorte de comment dire, c'est un accord superficiel, c'est un accord trompeur. L'égalité, très souvent comme la liberté, est utilisée comme un argument massue, un argument définitif dans les discussions. Et il faut toujours revenir à la question. Égalité, d'accord, mais égalité de quoi? Et très souvent, ça permet de démasquer justement des stratagèmes rhétoriques qui consistent à considérer que qui serait contre l'égalité entre nous? Puisqu'on parle d'économie, quel que soit le sujet, même si on parle de liberté au sens de Rawls, donc les biens premiers, même si on parle de liberté au sens de Sen, donc de capacité de base, il est assez probable que des transferts dans la société se feraient, et ce seraient des transferts monétaires. Ce ne seraient pas toujours des transferts monétaires, mais en tout cas, ce serait souvent des transferts monétaires. Toutefois, et c'est très important, quand on met l'accent sur la liberté, ça amène à faire quelque chose de plus que s'intéresser à des transferts monétaires. Ça amène à s'intéresser à l'importance des institutions et de leur fonctionnement qui font que, selon nous, une société sera juste. Et je pense que vous serez, au moins pour une très grande partie d'entre vous, d'accord avec moi, une société désirable, c'est une société qui arrive à au moins un certain niveau de justice. Une société totalement injuste, même extrêmement efficace, ne nous paraîtrait pas désirable. Un dernier petit mot peut-être, parce que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ça peut vous paraître un peu surprenant que je vous fasse cette présentation et que je me présente à vous comme un économiste. L'économie, j'entends la discipline économie, ne peut pas se passer d'un dialogue soutenu et constant avec la philosophie. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce dialogue, il existe et qu'il est constant. On pourrait souhaiter qu'il soit encore renforcé, qu'il soit encore plus développé, mais en tout cas, il existe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la formule philosophie économique dans le champ académique, aussi bien en philosophie qu'en économie, n'est plus une formule qui surprend, c'est une formule que les gens connaissent et que les gens comprennent. Oui, il y a effectivement un champ d'interaction entre les deux disciplines depuis les années 70. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Alors on va prendre des questions, on a à peu près 50 minutes pour échanger, donc n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des commentaires à faire sur l'intervention. Et Jean-Sébastien vous répondra. Personne.
Alors, je vais commencer, je vais me permettre d'ouvrir le bal dans ce cas-là. Donc, dans ta présentation qui porte sur l'égalité, terme qui apparaît dans le titre, tu nous parles finalement autant, je trouve, de liberté que d'égalité dans ta présentation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus finalement sur la relation entre les deux valeurs? Parce que chez Rawls, par exemple, quand on parle d'égalité, il y a d'abord l'égale liberté, donc on a un lien entre les deux. Et finalement, enfin voilà, j'aimerais bien comprendre comment tu vois la relation entre les deux valeurs, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas parler d'égalité sans parler de liberté finalement. Alors effectivement, j'ai pris comme canevas un débat et un état du débat. Il est vrai que aussi bien Rawls que Sen vont tous les deux très fortement associer l'idée de liberté à l'idée d'égalité, en considérant que ce qui les intéresse, c'est la justice sociale. Au niveau d'un individu, il n'est pas du tout évident que l'égalité dans la société soit ce qui lui garantit la plus grande liberté pour lui. Mais si on essaie de réfléchir en termes de société désirable, effectivement, il semble difficile de systématiquement séparer égalité et liberté. En réalité, l'opposition, elle peut apparaître, mais il faut qu'on ait déjà un certain niveau de liberté en réalité. Quand on a un certain niveau de liberté, finalement c'est ce que propose le cadre de Rawls avec ses 3 principes, quand on a un certain niveau de liberté, alors on peut se poser la question de l'inégalité. Mais quand on est en train de mettre en place les conditions, les bases, le socle d'une société, effectivement ça paraît difficile de penser la liberté sans l'égalité, ne serait-ce déjà que l'égalité des libertés. En réalité, on revient à la question de quelle égalité parle-t-on? Si on dit égalité simplement, on n'a rien dit. Si on parle simplement d'égalité des droits, on peut avoir une société qui, par exemple, dise on va garantir des droits de propriété égaux pour tous et on va laisser faire le marché. Mais on peut avoir énormément d'inégalités. On peut avoir énormément d'inégalités, mais toujours sur la base d'une certaine égalité. Effectivement, au fondement, au socle, liberté-égalité semble très lié. Il faut dire que aussi bien Sen à sa façon que Rawls, parce que chez lui c'est totalement explicite, sont quand même des gens qui pensent dans une tradition philosophique, hein, je sais bien que tu la connais très bien, qui est celle du contrat social, qui est celle d'un moyen de trouver un accord entre les individus dans une société pour déterminer les règles qui vont la régir. Donc oui, effectivement, ce lien entre égalité et liberté, il est très fort chez des auteurs comme Rawls et Sen, mais en fait, je pense qu'on peut le faire émerger même chez des auteurs qui auraient tendance à dire qu'ils privilégient la liberté sur l'égalité. En réalité, il y a toujours un socle d'égalité. Je ne crois pas avoir vu un auteur, mais on pourra en discuter, qui dise la liberté, même sans égalité, et d'ailleurs, il n'y a pas d'égalité. On peut toujours... Tu penses à des philosophes comme Nozick, par exemple, quand tu dis ça? Mais même Nozick, il est totalement pour une égalité des droits. Une égalité des droits de propriété, des droits de sécurité. On n'a pas le droit de venir m'agresser. Donc, d'ailleurs, c'est amusant parce que les droits de Nozick, on les a définis selon la définition de... Enfin, on les a définis. Si on reprend la typologie de Berlin, on appelle ça une liberté négative. Et pourtant, c'est un principe d'égalité. Mais égalité de quoi? Des droits fondamentaux, en l'occurrence, du droit à ne pas être contraint. Ni par une institution, ni par un individu, ni par quoi que ce soit. En gros, la seule personne qui a le droit de me contraindre, c'est moi-même. Et peut-être que le terme de contrainte est mal choisi parce qu'il n'est pas sûr que je puisse me contraindre moi-même. Si. Alors, une autre question, j'arrive. Non, on va prendre le micro pour que ça puisse être enregistré comme ça. C'est mieux. D'abord, merci pour ta présentation très très claire, c'est très intéressant. Alors moi je connais pas bien tout ce que tu racontes, mais au niveau de Sen par exemple, est-ce qu'on pourrait pas, alors je sais pas s'il le fait, hein, c'est pour ça ma question va être peut-être un peu bizarre, est-ce qu'on pourrait pas raisonner aussi en termes d'interdiction? Par exemple, tu vois, pour les capabilités, qu'on s'appelle, on peut aller dans des interdictions par exemple pour assurer la liberté de tuer quelqu'un, tu vois, raisonner en forme d'interdiction. Je sais pas si je suis très clair dans ma question.
Parce que tu dis que c'était pas faisable. Il disait, quand on lui a demandé de définir des choses, on lui a dit non, je ne veux pas définir la liberté des autres, mais au moins je pourrais peut-être définir des interdictions, tu vois, pour garantir la liberté des autres. Alors ça, c'est le raisonnement justement d'un Nozick qui a été... Non, mais Nozick, lui, ce qu'il va dire, c'est que finalement, la liberté, c'est justement la liberté de ne pas être agressé par les autres. Quand je dis la liberté de ne pas être contraint, en l'occurrence, si on vient et qu'on exerce une forme de violence sur moi, on me contraint. Ne serait-ce que ça, déjà à recevoir la violence. Donc, chez Nozick, on a une sorte de protection négative. On a le droit de ne pas être contraint. C'est un droit négatif, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, en répondant à la question précédente, de liberté négative. C'est la liberté de ne pas être contraint. Chez Sen, cette liberté-là, elle va être garantie aussi. Il n'y a pas de doute. Sen ne dira jamais qu'on a le droit, que qui que ce soit a le droit d'agresser les autres. Il y a bien une question de coexistence des libertés individuelles et donc des droits individuels. Simplement, Sen dira que cette liberté négative, elle est indiscutable, elle est fondamentale, mais elle est un peu courte. Lui, il veut garantir beaucoup plus. Il veut garantir ce qu'il... Je continue à utiliser la terminologie de Berlin. Ce que Sen et Rawls appelleront une liberté positive. Et aussi bien Rawls que Sen essaient de garantir une liberté positive qui va s'exprimer par des droits, mais non pas des droits de ne pas, mais des droits de faire quelque chose, d'être, de choisir. Donc des droits, en fait, à l'action, des droits à une vraie incarnation. Parce qu'il y a un vrai problème dans le débat entre les partisans d'une liberté qui va être une liberté justement positive, une liberté réelle, et ceux qui sont seulement partisans d'une liberté négative, d'une liberté donc de ne pas, c'est que une liberté négative, ça pourrait donner, dans une histoire un peu de science-fiction, une situation où un individu serait libre, par exemple, de ne pas être contraint, mais cette personne-là n'aurait absolument aucune propriété, et tout l'espace serait approprié par d'autres personnes. Si on imaginait une société où tout l'espace a été privatisé, et je n'ai pas de chance, je suis le seul individu dans cette société qui n'a pas un espace physique qui lui appartient. Donc je suis libre, mais je n'ai même plus le droit de bouger, parce que sinon je viole la propriété des autres de fait. On pourrait se retrouver dans une situation absurde où je serais libre de rien. Alors bien sûr que cette petite histoire, elle n'est pas crédible pour dessous, parce que on peut pas imaginer que ça arrive, en tout cas aujourd'hui dans nos sociétés. Mais c'est ce qui pose problème à un Sen ou à un Rawls, la liberté négative, certes, mais si on ne garantit que ça, on risque de ne rien garantir. En termes de liberté, en termes de vrai choix de vie. Et merci pour ta présentation. Et ma question, c'est par rapport, si on parle des capacités de base, est-ce que c'est pas revenir au concept des biens premiers des Rawls? C'est-à-dire si... parce que finalement, on va parler encore une fois des choses qui sont basiques. Alors, ça c'est un point que Sen a abordé. Il insistait énormément sur le fait que ces capacités, même ces capacités de base, n'étaient pas des biens. Parce que les biens, ce sont des moyens en vue d'autre chose. Un bien de consommation est un moyen, si on pense comme un économiste classique, c'est un moyen d'obtenir de la satisfaction. Donc, j'achète de la nourriture parce que manger me procure une certaine satisfaction. Et ce que nous dit Sen, c'est que les fonctionnements, ce sont des êtres et des faire. Ce ne sont pas des moyens, ce sont des actions ou des modes d'existence. Et donc, pour lui, c'est très très important de dire que les capacités ne peuvent pas être ramenées à des biens. Il va même jusqu'à avoir une attaque assez dure vis-à-vis de Rawls en disant que parfois il est un peu fétichiste. C'est-à-dire qu'il se focalise sur les biens, sans se rendre compte que ce qui est important derrière, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui n'est pas matérialisable. Autrement dit,
d'après Sen, Rawls se focaliserait trop sur les objets et manquerait le fait que ces objets ne sont que en vue d'une fin. Sen essaie de viser la fin directement. Au passage, d'ailleurs, vous noterez que les capacités, c'est pas exactement la liberté. Les capacités, c'est encore une opportunité. Donc c'est un moyen de choisir sa vie, mais ce n'est pas la liberté de choisir sa vie. On n'est pas encore sur la liberté. La capacité, c'est l'opportunité de faire des choix. On pourrait dire que la liberté, c'est le pouvoir de choisir. Donc on pourrait dire que la capacité définit l'ensemble sur lequel le choix va s'opérer. Alors que la liberté, ça serait le pouvoir d'opérer ce choix. Donc en tout cas, Sen ne penserait pas que sa théorie des capacités de base peut être repliée sur la théorie de Rawls. En fait, il en parle dans un petit livre qui s'appelle, je pense que c'est Capability and Commodities, ou alors j'inverse les deux termes du titre, qui a été publié en 85. Il explique ça très bien. D'abord, merci pour ta présentation. Donc, si j'ai bien compris ce que tu nous as présenté des critères individuels qui permettent d'aboutir à l'égalité. Et ma question, c'est est-ce que finalement le concept d'égalité, ce n'est pas un concept qui est relatif? Et que pour aboutir à une égalité réelle, peu importe de quoi on parle, de droit, d'opportunité, donc de capacité, est-ce que finalement, pour aboutir à l'égalité, ça ne passerait pas par un renoncement à certaines libertés de certains individus? En fait, ça dépend complètement de ce qu'on entend par liberté. Mais là, on risque de partir dans un débat qui excède un petit peu l'économie stricte. Est-ce que la liberté, c'est le pouvoir de faire absolument tout et n'importe quoi selon ses désirs ou pas? Quand on pense dans un cadre qui est un cadre collectif, qui est un cadre donc de société et qu'on se pose la question de critères qui font qu'on juge une société désirable, sans aucun doute que les libertés sont que le concept d'égalité lui-même il est relatif, mais surtout les libertés ne peuvent pas être comprises de manière complètement absolue. La liberté de faire tout et tout ce qu'on veut. Là, il faut revenir à des penseurs qui, en réalité, sont des références aussi bien pour Rawls que pour Sen, comme Jean-Jacques Rousseau, qui disait que globalement, la vraie liberté, c'est pas de faire tout ce qu'on souhaite, mais c'est de suivre une loi qu'on a accepté de suivre. Et donc, ça peut être une loi qui a été décidée collectivement. Et s'il n'y a pas de loi qui a été décidée collectivement, il n'y a pas de collectivité. Mais je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement répondu à la question. Je dois avouer que j'ai été un peu perdu par la formulation. Donc, n'hésite pas à me reformuler. Peut-être que je n'ai pas bien compris la question, en fait. En fait, ma question, elle porte sur l'adéquation avec la réalité du concept d'égalité. C'est-à-dire, est-ce que finalement, l'égalité, elle passe pas forcément par la comparaison entre les individus, entre les capacités, les droits, peu importe ce qu'on souhaite comparer comme forme d'égalité. Est-ce que finalement, l'égalité, ce n'est pas un concept qui est purement relatif et qu'en fait, la manière d'aborder l'égalité se doit d'être en comparant les individus et pas en cherchant des critères individuels qui permettraient d'aboutir à l'égalité? Je dois avouer que je ne sais pas trop. J'aurais tendance à dire, et là encore je ne suis pas certain de bien répondre à la question, j'aurais tendance à dire que oui, bien entendu, si on se pose la question de l'égalité, ça veut dire que les capacités ou les biens premiers ou quoi que ce soit d'autre qu'on prend comme critère va pouvoir être comparé. Ça c'est sûr, parce que si on pose initialement, et après tout, sur certains critères, ça peut se faire, qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les situations des individus, alors du coup, ce concept d'égalité ne fait plus sens, mais en réalité, il a été vidé de tout domaine d'application. Et en même temps, si on réfléchit bien, est-ce que ça aurait un sens
de penser un choix de société, donc un choix ensemble, un choix en collectivité, si on était absolument incapable de comparer sur le critère qui nous semble pertinent. C'est une vraie question. Si Rawls nous parle de biens premiers sociaux, ça veut dire que ces biens premiers sont largement déterminés par la structure de la société. Ce qui veut dire que c'est largement déterminé par une structure qui nous détermine tous. Ça veut dire que, contrairement au domaine des satisfactions individuelles, à propos desquelles j'avais pu dire, mais qui est-ce qui nous garantit qu'on pourra comparer la satisfaction d'un individu avec la satisfaction d'un autre? Eh ben, on peut avoir un critère social d'évaluation. Manifestement, les richesses et les revenus sont des critères importants, sont des critères à prendre en compte, et c'est pour ça qu'on les trouve dans la liste des biens premiers de Rawls. En réalité, c'est pas parce que Rawls a dit je veux que les revenus et la richesse soient dans la liste des biens premiers, c'est parce que quand il a dit qu'est-ce qui, dans une société, est fondamental pour être capable de choisir sa vie, il a dit il faut avoir un certain niveau minimal, certes, mais un niveau garanti, on ne peut pas descendre au-dessous en termes de revenus, en termes de richesse, en termes de base du respect de soi-même. Et je ne vais pas développer là-dessus, mais Rawls dit aussi que pour être véritablement capable de choisir sa vie, il faut avoir la possibilité d'avoir un certain niveau de loisir. Si on n'est pas capable d'avoir de loisir du tout, de fait, on se retrouve quasiment comme esclave de soi-même, parce qu'on peut ne pas être esclave véritablement de quelqu'un d'autre, et ça signifie qu'on n'a pas la possibilité de choisir entre consacrer du temps à son loisir ou faire autre chose. On a bien le droit de travailler tout le temps, mais il faut avoir un niveau minimal de loisir accessible. Et dans ce cas-là, le choix de ne pas prendre ce temps de loisir, ça relève de la liberté. Mais je dois avouer que c'est une question extrêmement complexe, la question de la comparaison des situations individuelles. Ça a donné lieu à tout un tas de débats dans les années 70, et ces scènes qui avaient montré à un niveau extrêmement technique que, en fait, on peut faire tout un tas de comparaisons dès lors qu'on rentre dans des situations qui, justement, sont dans un espace social. Parce qu'en gros, la comparaison préexiste, en fait. L'espace social est un espace dans lequel la comparaison préexiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre? Oui? Vas-y. Merci. C'est vraiment des choses très importantes. Je suis très content que vous ayez terminé là sur l'économie comme une science, comme, n'est-ce pas, science économique. Et il y a un dialogue donc avec la science philosophique, ou on peut dire la philosophie. Mais je ne suis pas, disons, j'ai pas fait beaucoup d'études en philosophie, mais nous tous, nous sommes philosophes, ce qu'on voit ou non. C'est ça ce qui est intéressant. J'ai toujours vu la philosophie comme la mère de toutes les disciplines. Alors donc ma question, c'est plutôt avec les autres disciplines. Et ici, aujourd'hui, la justice est revenue quand même énormément. Donc l'autre discipline à laquelle je pense, bien sûr, c'est le droit. Alors, je me souviens bien, un grand professeur à Paris un jour a dit, dans un jugement, un juge doit donner la place à un économiste, si c'est une question donc éminemment économique, mais le juge est obligé, selon, n'est-ce pas, une dispute, etc., doit donc... donc, il donne la place à un économiste de venir poser le problème, solution, etc. Et donc, ma question ici, c'est un peu bizarre, mais est-ce que la science économique donne assez de place au droit et à l'économie? Alors, c'est vrai aussi que vous avez dit au début, la justice est un élément qui s'ajoute à cette satisfaction, n'est-ce pas, individuelle. Donc, je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a assez de dialogue et est-ce qu'on se comprend bien entre juste ces deux-là, le droit et la science économique.
ou la science juridique et la science technique. On peut pousser les bouchons un petit peu plus loin, n'est-ce pas? Nous discutons de panier, disponibilité, etc. Mais prenons par exemple ce grand débat sur le climat. Les scientifiques ont quelque chose à dire. Donc, eux, on peut dire sous droit, j'ai le droit de faire ça, et les libertés, les capacités, etc. Les scientifiques dire, ben non, c'est pas possible. Donc là aussi, on a besoin d'un dialogue. Et donc, à la fin, c'est donc, disons, la première partie de ma question, le dialogue entre les disciplines. La deuxième partie, c'est et vous avez glissé un petit peu là-dessus, entre l'individu et le collectif. Et le choix individuel et le choix collectif. Et nous savons bien, c'était peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais ça revient quand même, ce fameux choix collectif qui décide à la fin. Et justement, de faire les parts des choses de toutes les disciplines. Et, short answer, c'est la politique. Et ce que je trouve ça amusant, c'est à la fin, on ne sait pas comment résoudre le problème de climat, donc on prend 150 personnes, comme ça, et on dit, vous décidez ce qu'il faut proposer pour les questions de climat. Et qu'est-ce que c'est un cours d'assises autrement? C'est quand on prend n'importe qui et on établit un jury. C'est intéressant ça. Et pour revenir, la fameuse décision de Weil, n'est-ce pas, c'est Kant, non? Ou c'est Rawls, non? Je ne sais pas. La décision, quelqu'un décide qui est complètement indépendant, objectif. Alors, il y a beaucoup à dire, effectivement, ça pourrait prendre un temps assez considérable. Ce qui me semble important ici, c'est qu'effectivement, il y a un choix des auteurs, aussi bien Rawls que Sen, de se situer au niveau philosophique, non pas contre le droit, mais parce qu'ils essaient de réfléchir d'un point de vue normatif, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément à se confronter tout de suite à la réalité. Or, dans la pratique, le droit se confronte constamment à la réalité et doit régler des choses concrètes. Donc là, on est face à des auteurs qui essaient de se poser la question d'un idéal. Et cet idéal-là, finalement, il renvoie dans les débats, mais de philosophie du droit, pas de droit directement au sens de la pratique des juristes ou des avocats, il renvoie au débat entre la théorie positive du droit et les approches de type kelsenienne ou une approche héritée d'une position kantienne et qui renverrait au juste naturalisme. Sauf que globalement, nos auteurs ici, ils essaient de dire quelle serait cette position idéale, quelle serait notre référence d'un point de vue d'une norme qui ne viendrait pas du texte et de la norme fondamentale du droit, qu'est-ce qu'on pourrait nous déterminer philosophiquement, presque indépendamment des institutions du droit, etc. Donc ils réfléchissent de manière finalement très abstraite pour essayer de dire creusons ça sans la contrainte de devoir juger des cas directement, ou simplement éventuellement pour dire « Ah, là il y avait un point aveugle, tu oublies ce cas », c'est un peu ce que Sen dit à Rawls, tu as oublié le cas des gens qui ne peuvent pas transformer le panier de biens premier de la même manière en liberté. Et donc je pense que c'est très important quand on lit ces auteurs de ne pas passer immédiatement du mot justice vers la discipline droit, qui elle, est structurée par des questions qui sont d'abord et fondamentalement positives et qui, même quand elles se posent des questions normatives, parce que je ne vais certainement pas oser dire que les jurys ne se posent pas de questions normatives, ont cette conscience que, en fait, le droit doit avoir une forme d'efficacité, d'effectivité. Il doit répondre à une question, à une vraie question, à une question qui s'est posée dans la société. Aucun juriste n'essaie de trancher un débat théorique sur une question qui ne s'est jamais posée et dont il suppose à l'avance qu'elle ne se posera jamais. Alors que, éventuellement, les philosophes peuvent se poser la question sous ces termes-là.
Donc ça, c'est le premier point par rapport au positionnement de ces auteurs et finalement de toute cette question sur l'égalité, parce que l'égalité en droit, c'est quand même pas une petite notion, par rapport à la discipline juridique. Maintenant, est-ce que l'économie dialogue avec le droit? Oui, énormément. Il y a tout un champ d'études, Law and Economics, qui est extrêmement développé et qui va avoir un angle justement beaucoup plus positif sur la manière dont, par exemple, on met en place nos institutions, nos constitutions, etc. C'est une littérature très très vaste et que tu connais très bien, qui s'est développée depuis les années 60, j'allais dire depuis les années 60, mais depuis 62 précisément, sur comment est-ce qu'on peut faire dialoguer la théorie économique avec le fait qu'il faut que nos institutions fonctionnent. Et comment est-ce qu'on peut, par exemple, expliquer que justifier juridiquement nos constitutions. Je trouve que c'est très très intéressant, mais là encore, je pense que c'est une question qui vient finalement après ce débat extrêmement théorique, que je dirais fondamental au sens où on en a besoin, parce que une fois qu'on aura déterminé un idéal, la question sera de savoir comment l'incarner. Et là, effectivement, il va falloir discuter texte, il va falloir discuter loi, il va falloir discuter constitution, il va falloir discuter hiérarchie des normes. Rawls et Sen ne se posent pas les questions dans ces écrits-là, et en général dans leurs écrits, à ma connaissance, sous un angle qui est extrêmement juridique. Ils touchent au juridique, mais en général, c'est véritablement à la marge, et ils savent bien qu'ils arrivent sur une zone d'incompétence, et donc en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils renvoient vers des gens qu'ils connaissent et qui sont plus spécialistes qu'eux. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Rawls fait d'ailleurs ça avec l'économie. Rawls ne s'aventure que très très rarement dans le domaine de l'économie. Il mentionne le fait qu'on pourrait mettre en place certains systèmes de redistribution des revenus comme l'impôt négatif, mais en réalité, il est très 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 prudent. Alors qu'un Sen, quand il parle d'économie, lui, il n'a pas peur de s'avancer parce qu'il maîtrise véritablement les outils. Mais il est prudent quand il va vers le droit parce que c'est quelqu'un de sérieux. Et donc il se rend bien compte que s'il parle à tort et à travers, il parlera surtout à tort, quoi. Voilà. Merci pour votre présentation. Je reviens sur le titre. Être en faveur de l'inégalité, de l'égalité plutôt, ça ne veut rien dire. Mais si être en faveur de l'égalité, ça ne veut rien dire, quelles sont alors les conséquences des politiques publiques qui sous-tendent l'égalité, même s'il faut préciser de quel type d'inégalité il s'agit? Alors j'aurais tendance à répondre, parce que quand on parle de politique publique, il y a toujours un risque que les opinions d'une personne se manifestent. J'aurais tendance à répondre que les politiques publiques font toujours un choix, pas simplement de défendre l'égalité, mais de défendre une certaine égalité. Est-ce que ça va être justement l'égalité, un certain niveau de droit et donc une situation minimale en termes de revenus pour tous? Les politiques publiques mettent bien en place une redistribution des revenus qui vise à combattre l'extrême pauvreté. Autrement dit, elle vise à dire qu'il faut un niveau minimum de revenus et donc une certaine égalité en termes de revenus dans notre société. Là, en l'occurrence, si on parle vraiment de systèmes mis en place comme le RSA, ça serait une égalité des revenus minimum qui serait garantie. Ensuite, quand on parle, par exemple, du fait que aujourd'hui, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, c'est bien des politiques publiques, en faveur de la formation. Dans ce cas-là, on vise une autre égalité à nouveau. On vise bien une égalité, mais on vise à garantir au moins un certain niveau d'égalité des chances. Et donc, oui, les politiques publiques vont à chaque fois, ou en tout cas très souvent, avoir dans le viseur une forme d'égalité, mais pas juste l'égalité, une égalité qui ne serait pas égalité déjà spécifiée. C'est toujours une égalité spécifique, une égalité précise, une égalité pour un certain niveau de revenu quand on parle des politiques de redistribution monétaire, une égalité
des chances ou d'égal accès à un certain nombre de situations, on va dire, économiques et sociales, de manière très très large, parce que ça permet aussi le fait d'avoir un certain accès à l'éducation, de pouvoir rentrer dans les instances comme les mairies, etc., devenir fonctionnaire. Enfin, il y a une certaine égalité qui est visée. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir que la doctrine d'un État comme l'État français, eh ben, c'est pas de promouvoir une seule égalité, et il y a souvent des mesures qui visent un certain type d'égalité et une autre à côté qui va viser un autre type d'égalité, en espérant que le panachage de toutes les mesures fasse en sorte que le panier ne soit pas trop troué et que donc, oui, on arrive à quelque chose qui ressemble, en tout cas dans le projet, parce que sur le plan de la philosophie, ça ne serait pas pareil, à la vision de Rawls, qui serait de garantir aux gens les moyens de choisir leur vie. On est bien d'accord, hein, l'État français n'est pas rawlsien, en tout cas ça ne me paraît pas évident qu'on puisse le montrer de manière rigoureuse, mais dans le projet très général vu de loin, il me semble qu'effectivement les politiques publiques se répartissent un certain nombre de rôles de façon à ce que les égalités spécifiées, l'égalité des revenus, l'égalité des chances, l'égalité notamment de l'égalité du droit à ne pas être contraint, donc du droit à ne pas subir de violence, tout ça c'est des politiques publiques qui s'en occupent séparément. Sachant bien qu'à la fin, les politiques publiques forment une sorte de totalité, de spectre, qui est supposé couvrir un certain nombre de bien premier peut-être, je ne suis pas sûr, mais si je réponds mal à la question, n'hésitez pas à spécifier parce que je pense que ça mérite largement discussion. L'égalité veut dire tout simplement ce qu'elle cible, l'égalité qu'il s'agit. Donc je veux dire tout simplement, l'égalité a un sens alors. Être en faveur de l'égalité a un sens. Ah, mais la formule provocatrice, c'est être en faveur de l'égalité si on ne précise pas de quelle égalité on parle. Il y a un grand risque que ce soit finalement un discours un peu creux et que finalement on vise un objet vide. Un peu comme la liberté dont je parlais tout à l'heure, de cet individu qui serait libre d'exister, on n'aurait pas le droit de le contraindre, mais il ne pourrait même pas se déplacer dans l'espace parce que tout l'espace est déjà approprié. Donc, être en faveur de l'égalité, ça ne veut rien dire. Bien sûr que le titre est provocateur, bien sûr que tout le monde répond, mais c'est extrêmement important l'égalité. C'était assumé. Mais par ailleurs, derrière la provocation, je suis convaincu qu'il faut dire de quoi on parle à chaque fois qu'on dit égalité, parce que si c'est implicite, alors c'est pas grave, parce qu'on peut assez rapidement expliciter de quelle égalité on parle. Et si on ne peut pas l'expliciter, alors par contre ça veut dire que c'est une sorte d'appel creux, c'est presque un appel à l'émotion, plus que véritablement à quelque chose de concret ou d'utilisable. C'était ce que j'avais en tête. Je me permets de rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Donc, tu te situes effectivement dans le cadre du débat égalité de quoi, mais ce débat de égalité de quoi, il est à mon avis très lié à un autre débat qui n'est jamais formulé comme ça, mais c'est ce que j'appellerais égalité pourquoi. Pourquoi de l'égalité, quelle est la raison, quelles sont les raisons qui justifieraient qu'il y ait de l'égalité dans une société, que ce soit une égalité en termes de ressources ou autre. Alors, ça me fait penser à ça, pourquoi? Parce que tu dis, finalement, tout le monde est en faveur de l'égalité, mais il y a au moins un auteur que je peux citer qui, lui, est explicitement, non pas contre, mais qui dit explicitement que ce n'est pas important, c'est Harry Frankfurt, un philosophe qui a notamment donc écrit un essai, je crois qu'il date des années 80, un essai qui date des années 80, où, effectivement, il explique que la valeur d'égalité, l'égalité comme valeur, finalement, c'est pas une valeur si importante. On a souvent tendance à se focaliser sur l'égalité, mais que c'est pas ça qui compte. Il y a d'autres valeurs prioritaires et l'égalité n'est jamais, ne doit pas être une fin en soi. Et c'est pour ça, égalité pourquoi, c'est à quoi ça sert. Et c'est vrai, de manière schématique, il y a deux manières de voir les choses, où on dit l'égalité, alors je suis d'accord, égalité de quoi, mais je mets de côté ce débat-là. L'égalité, c'est une valeur à laquelle on tient à tout prix, un objectif qu'on veut atteindre.
une finalité. Donc on organise la société pour avoir une égalité ou une relative égalité au niveau socio-économique ou autre, politique. Ou alors tu considères que l'égalité, c'est un instrument, un moyen au service d'autres valeurs plus fondamentales. J'ai tendance à penser que c'est ce que dit Rawls, par exemple, même s'il ne le dit pas comme ça, mais pour moi, clairement, et Rawls est un libéral de ce point de vue-là, pour cette raison-là, c'est qu'il place la liberté au-dessus de l'égalité, ça se voit dans ses principes, de justice, et l'égalité est toujours un instrument au service du premier principe qui est la liberté. Et la preuve, c'est que finalement, chez Rawls, on tolère tout à fait les inégalités, bien sûr, à certaines conditions. Donc il me semble que cet aspect parce que c'est toujours gênant finalement, notamment dans le cas de welfariste, où comme tu l'as très bien expliqué, on peut partir d'une analyse en gros utilitariste, où en gros on va dire le bien-être, on va faire la somme du bien-être des individus, et puis ensuite de manière un petit peu ad hoc, on va imposer un critère d'égalité ou de priorité ou je ne sais quoi, qui va venir pondérer les utilités des gens de manière à faire en sorte qu'on diminue quand même, qu'on prenne en compte en tout cas l'égalité relative. Mais c'est toujours ad hoc, ça. C'est-à-dire pourquoi faire ça Qu'est-ce qui justifie ça? La question de la justification, elle est fondamentale, je pense. Comment on justifie une société aux gens? C'est là où la question de l'égalité va rentrer en ligne de compte, mais on peut aussi justifier des sociétés inégales. Et par exemple, c'est aussi même chose. Tu as un ouvrage récent d'un grand philosophe américain dans la tradition contractualiste que tu as mentionné, c'est Thomas Scanlon, qui a sorti un petit bouquin qui s'intitule, si je ne dis pas de bêtises, Why Inequalities Matter, pourquoi les inégalités importent. Et quand on lit le bouquin, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que la plupart des arguments que Scanlon propose, c'est des arguments où il ne dit jamais l'égalité c'est important en soi. La liberté c'est important, le respect de soi-même c'est important, la dignité c'est important, voilà. Tout ça c'est important. Et il se trouve qu'effectivement s'il n'y a pas un degré suffisant d'égalité, alors il se focalise sur les inégalités socio-économiques en l'occurrence notamment, s'il n'y a pas un degré suffisant d'égalité socio-économique, eh bien la dignité, le respect de soi-même, ce genre de choses, c'est impossible. On ne peut pas satisfaire ça, mais c'est toujours un moyen. Voilà. Et ça me paraît intéressant, parce que ça ne ressort pas finalement peut-être dans la discussion, donc je voudrais avoir un peu ton sentiment par rapport à ça. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'égalité est finalement toujours un moyen. Alors aussi bien chez les auteurs dont j'ai parlé, Rawls et Sen, bon, pour les welfaristes, et on va dire, parce que le terme est peut-être un peu plus connu chez les utilitaristes, même si en fait c'est une sous-catégorie. Effectivement, la question de l'égalité est traitée un petit peu différemment, mais je pense qu'effectivement, dans la plus grande partie de la philosophie politique contemporaine, et quand je dis la plus grande partie, je dois avouer, je ne vois pas de contre-exemple, mais je laisse la possibilité au fait que l'exemple ne me vienne pas ou que je ne connaisse pas l'auteur en question. L'égalité est un moyen de stabilité politique. Et je suis d'accord que finalement la question c'est pourquoi, pour quel but et pour quelle raison. Donc les raisons en deçà, on espère, et les buts au-delà, l'égalité est toujours finalement pour quelque chose d'autre, pour la liberté, c'est des libéraux. D'ailleurs, là-dessus, le fait que j'ai utilisé des formules toutes faites, des formules consacrées, comme on dit, quand je parlais d'égalitarisme des ressources, et on appelle souvent Sen aussi égalitarisme des opportunités, juste pour faire le contrepoint de l'égalitarisme, soi-disant, des ressources de Rawls. Mais c'est vrai que ce sont plus des libéraux, ils sont plus en faveur d'une forme de libéralisme qui dépend d'ailleurs de leur propre définition de ce qu'est la liberté. Il y a quasiment autant de libéralisme que de définition de la liberté, ce qui laisse quand même un certain choix. Mais c'est vrai que les appeler égalitaristes, finalement, c'est peut-être même une erreur de lecture, parce que ça fait primer quelque chose qui est effectivement une aspérité dans leur discours, quelque chose qui est remarquable, mais ça le fait primer sur le vrai sens de leur discours. Ils sont tous les deux clairement en faveur. Si on devait discuter qu'est-ce qui est le plus important entre la liberté et l'égalité, ils répondraient peut-être que la question n'a pas de sens, parce que de toute façon, on ne peut pas dissocier la liberté de l'égalité, et que la liberté, c'est fondamental. Mais je ne crois pas qu'aucun des deux ne répondrait on ne peut pas dissocier la liberté de l'égalité, et l'égalité, c'est important. Je crois qu'il dirait la liberté, c'est important. Donc oui, effectivement, je pense que l'égalité, c'est finalement
et une égalité qui doit à chaque fois être spécifiée, donc être précisée. Est-ce que c'est une égalité de revenus, une égalité de moyens, une égalité de biens premiers? Est-ce que c'est une égalité de... Il faut à chaque fois préciser de quoi on parle, mais cette égalité-là, c'est une raison en fait. La justification, c'est qu'il nous semble que c'est le bon critère à égaliser. Donc l'égalité devient un moyen pour obtenir autre chose qui va être une société qu'on juge désirable. En réalité, on revient là-dessus. Je pourrais dire une société qui soit une bonne société ou qui fonctionne bien, mais je tournerai toujours autour du pot du fait que des auteurs comme Rawls et Sen, pourquoi est-ce que Sen ne veut pas donner une liste des capacités de base? Parce qu'il ne veut pas être une personne qui ferme l'ensemble des possibilités de choix qui s'offrent à la société. Et c'est ça qu'il craint, c'est qu'à un moment donné, sans même s'en rendre compte, il ferme une porte que les sociétés pourraient éventuellement choisir. Simplement parce qu'il n'a même pas vu que c'était une possibilité, parce que ça ne l'intéressait pas à titre individuel. Donc oui, non, je suis plutôt d'accord sur le fait que l'égalité est toujours une valeur, je dirais, presque instrumentale. Il n'empêche que ça reste un nœud de focalisation du débat public extrêmement important, parce que ça devient une condition nécessaire, en fait. Ça devient une condition de possibilité d'autres sujets de discussion. On peut ne pas être d'accord sur les valeurs fondamentales, on va être en général d'accord sur le fait qu'il y a au moins une certaine notion d'égalité qui est nécessaire. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on redescend à l'égalité et qu'on lui donne une telle importance. C'est peut-être parce que c'est un nœud où la discussion est encore possible, alors que si on est déjà sur des valeurs mais qui n'ont juste plus rien à voir, à un moment donné, il suffit de dévier d'un degré comme ça pour viser très très loin. Si on vise très loin en distance, on peut avoir s'écarter de la cible. Un tout petit mouvement du viseur peut faire que la balle arrive très très loin de la cible. C'est un peu ça le problème, c'est qu'à l'égalité, on est sur le nœud où on arrive à discuter et on arrive à dire non mais il va falloir viser comme ça. Et quelles sont les valeurs cibles? En fait, je crois qu'autour de la question de l'égalité, on peut poser la question des valeurs cibles. Alors que si on est déjà au niveau des valeurs cibles, il n'y a plus vraiment de débat, les gens ont juste des opinions différentes. Je pense que pour un débat public, c'est pour ça que l'égalité devient si importante. Et c'est pour ça que finalement, le débat n'est pas tant sur la liberté, à part sur une liberté tellement fondamentale que globalement, on arrive à un accord dans notre société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois que l'égalité est un vrai nœud de débat, je veux dire en termes d'actualité. La réforme des retraites, est-ce que c'est une réforme juste ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'elle garantit une égalité qui convienne à une intuition qui soit suffisamment partagée? Globalement, il y a quand même des gens pour dire que c'est une réforme juste parce qu'elle garantit une certaine égalité, et d'autres qui répondent que c'est une réforme très injuste, justement parce qu'elle ne garantit pas une certaine égalité. Bon, là, il n'y a pas besoin de développer beaucoup. Hein. En l'occurrence, la conception de l'égalité entre les deux positions a varié, hein, parce que c'est pas qu'il y en a un qui se trompe et qu'il y en a un qui a raison. Peut-être que les deux se trompent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu qu'ils ne parlent pas de la même égalité, on reste dans le flou, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Très bien, je pense qu'on peut s'arrêter là, on peut t'applaudir.